Et tu avais peur à chaque fois qu'il fallait franchir une étape de vie, parce qu'on va parler de cette étape de vie importante, mais qui est celle de la sexualité, puisque chaque être humain se pose des questions à un moment ou à un autre sur sa sexualité. Quand est-ce que toi, tu t'es interrogée la première fois pour savoir si tu étais plutôt attirée par les filles, plutôt par les garçons? Comment ça s'est passé? Le premier souvenir que j'ai par rapport à ça, c'était... Donc ma sœur a 4 ans et demi de plus que moi. Elle organisait une boum à la maison. On faisait des booms pour les anniversaires. Moi, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et j'ai le souvenir d'avoir dit à ma sœur, ma mère était présente, d'avoir dit, il y avait un copain de classe à elle, et d'avoir dit « Oh, je suis amoureux de lui ». Comment veux-tu, à 5-6 ans, tu sais, tu n'as pas de dimension sexuelle à 5-6 ans. Hein? Donc, c'était quelque chose qui était extrêmement spontané, qui était extrêmement naturel et normal de ma part. Et j'ai le souvenir d'entendre un de mes parents me dire « Mais enfin, Samuel, tu peux pas être amoureux de lui, c'est un garçon ». Oui, mais la fameuse norme, on y revient encore. La fameuse norme familiale, certainement, du départ. Donc, pour te répondre simple, parce que je me suis jamais posé de questions, compliqué, alors, quand est-ce que ça devient compliqué? Ben, ça devient compliqué quand tu sais, quand tu comprends que ce n'est pas normal pour les personnes qui sont en face de toi et qu'il va falloir que tu le caches. Et si tu veux, moi j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence avec cette dualité à me dire, déjà adolescent, je me disais, il va falloir que tu te maries, il va falloir que tu aies des enfants, et il va falloir que tu te prépares à le cacher toute ta vie. Parce que tu avais déjà ressenti des premiers émois pour un garçon. Mais bien sûr. Déjà, donc tu savais. Ben oui, moi quand je regardais les To Be Free à l'époque, t'étais amoureux des To Be Free. J'étais amoureux des To Be Free, tu vois. Donc c'était avec cet œil-là, mais au final, qu'est-ce qui est... Tu vois, c'était les autres qui me faisaient croire que c'était pas normal ou que c'était contre nature. Moi, je peux te répondre aujourd'hui, je peux te dire que c'est pas contre nature. Parce que si c'est contre nature, pourquoi est-ce que la nature m'a mis sur... Tout petit, et c'est intéressant d'avoir cet avis parce qu'on sait que c'est un débat qui est toujours posé aujourd'hui dans notre société actuelle et on a encore ces questions qui sont posées. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est pas un choix. Et c'est pas un choix. C'est pas un choix, c'est naturel parce que si on croit en Dieu, Dieu m'a mis au monde comme ça. Donc si quelqu'un a fait une erreur, c'est pas moi. Le but est de laisser vivre l'autre comme il l'entend, comme il le veut, à partir du moment où il ne fait pas du mal à son prochain. Et quand est-ce que tu as pris conscience de ça? Quand tu as décidé d'en parler? T'en as parlé à ta sœur, hein, oui, j'en ai parlé à ma sœur pour la première fois. Mais figure-toi que, mine de rien, je l'ai caché pendant longtemps. Combien de temps? Oh, ben, jusqu'à mes 18 ans. Ah oui. Mais au final, je l'ai quand même dit à 18 ans, au moment où j'ai rencontré mon premier amour. Parce que je me suis quand même dit, je suis allé contre ça jusqu'à mes 18 ans en me disant, bah écoute, bon, bah, voilà, ta vie, elle est toute tracée. Hein. Ta vie, elle va être un mensonge. Hein. Tu vas te marier, tu vas avoir des gosses, ta femme, tu la tromperas. Bah oui, parce qu'au final, au bout d'un moment, je pense que tu peux pas aller contre nature. Donc, c'est certainement ce qui va se passer. Tu vas rendre des gens malheureux. Et j'avais pas envie de ça. Je te rends compte, je me posais ces questions déjà à 13 ou 14 ans. Ouais, c'est extrêmement jeune. Et à 18 ans, quand j'ai rencontré mon premier amour, forcément, le cœur qui s'emballe. J'étais le plus amoureux du monde. Je pensais être le plus amoureux du monde. J'avais pas d'autre exemple de l'amour parce que contrairement à mes amis à l'école ou aux camarades de classe que je pouvais voir avoir des petits copains ou des petites copines, moi j'avais personne. Hein. Jusqu'à mes 18 ans, je n'ai jamais été en couple. Tu n'as jamais eu d'histoire au lycée, d'histoire d'adolescent? Mais jamais. Ça c'était même mais les premiers baisers, tu les... Mais rien, mais j'ai pas connu. Rien? Mais non, j'ai pas connu. Donc, si tu veux, j'étais celui qui avait pas de petite copine. Donc, c'était frustrant quelque part. Oui, d'ailleurs, aussi tu dis dans le livre, tu t'inventais le fait d'aimer que des filles qui sont tahitiennes. Oui. Alors forcément, c'est sûr que trouver une tahitienne à Paris, bah on n'en voit pas passer tout le temps à Montpellier, pardon, c'était Montpellier. Ma grand-mère. Ouais, on n'en voit pas tous les jours. Donc ça te donnait un prétexte. Mais ça, c'était ma grand-mère. C'était le truc à chaque fois. Bah alors, quand est-ce qu'il nous ramène une copine? Ah bah j'aime que les tahitiennes. Moi. Tu vois, voilà. Donc moi, je disais, écoute, voilà, mensonge supplémentaire. Hein. Bah moi, j'aime que les tahitiennes. Donc le jour où je rencontre une tahitienne, ce sera ma femme. Forcément, il y a peu de tahitiennes comme tu dis. Voilà. Tu avais ta couverture en fait, c'était une manière de cacher ça. C'est horrible quand même de te dire que tu es obligé de passer ton enfance à mentir. Parce qu'au final, à partir du moment où tu mens sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire qui tu es, tu vois, bah, il y a encore une négation de toi, on en revient à la négation de toi. Il y a une négation de toi, et puis toute ta vie, elle devient un mensonge, parce qu'au final, un mensonge, ça en entraîne un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et tu finis par jouer un rôle, tu finis par être celui que les autres veulent voir de toi. Et à 18 ans, j'ai plus voulu de ça. Donc tu es allé voir ta sœur. Je suis allé voir ma sœur. Comment ça s'est passé? Et je lui ai dit, bah, tout simplement, je lui ai dit, Sabrina, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Elle m'a dit, oui, quoi? Je lui ai dit, bah, je suis amoureux.
Bonne nouvelle. Elle m'a dit oui, bah oui, c'est très bien. Elle m'a dit de qui? Je lui ai dit mais attends, c'est un garçon. Et elle n'a pas du tout eu la réaction étonnée que j'aurais attendue. Elle m'a répondu oui, alors. Je lui ai dit, là, ça t'a surpris. Ça m'a surpris parce que quand tu es enfant, tu sais, tu te fais aussi beaucoup un drame de ce que potentiellement la réaction de l'autre va être. Et je pense qu'on se construit nous-mêmes notre propre prison, qui fait qu'après, en grandissant, et ce que j'ai compris en écrivant ce livre, on continue d'être derrière cette prison, hein, à la différence que pour pouvoir ouvrir cette prison et s'en sortir de façon légale, parce que je ne suis pas un prisonnier, mis à part un prisonnier de moi-même, eh ben, il faut mettre des mots sur toutes ces situations. Et ces mots, j'avais commencé à les mettre avec ma sœur. Et elle m'a dit, bah, il s'appelle comment? Je lui ai dit son nom et elle a tout de suite voulu le rencontrer. Et elle l'a rencontré et elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce que tu veux que j'en parle à maman? Elle en a parlé à maman. Après, ma mère a dit, est-ce que tu veux que j'en parle à ton père? Je lui ai dit non. Oui, alors là, problème, c'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, avec le père, c'était plus compliqué. Et elle m'a dit, mais je vais quand même lui dire, hein, même si, voilà, parce que voilà, t'es son fils, c'est important. Et puis moi, je veux pas le cacher et tout. Pourquoi t'as pas voulu le faire toi-même? J'y arrivais pas. Impossible? Non, oui, impossible, j'avais pas le courage. Les mots ne seraient pas sortis. Pour le coup, tu avais peur de sa réaction vraiment. Quelle aurait été sa réaction, tu penses, si tu lui avais dit? Toi-même. Ah, j'aurais pas pu. Franchement, j'aurais pas pu dire les mots, j'aurais pas pu les prononcer. J'avais l'impression de casser un schéma familial, de casser le rêve de parents qui mettent leur seul et unique fils au monde. Tu vois ce que je veux dire? Et puis je l'entendais toujours, hein. Moi, ma grand-mère, elle me disait toujours, ah, t'es mon ministre, hein. On compte sur toi, hein. T'es le seul Zira, il n'y a pas encore mon cousin Benjamin, t'es le seul Zira, on compte sur toi. Oui, la pression, donc responsabilité tu vois, de la famille. Donc je sais qu'elle lui en a parlé, je sais qu'ils en ont aussi parlé à mes grands-parents, mais je sais que je n'en parlais pas avec mon père pendant des années, jusqu'à il y a encore quelques mois. Pourtant, il l'a connu, il l'a rencontré. Oui. Le premier amour. Il a rencontré mon premier amour. Mais il était présenté, ton premier amour, comme un ami. C'est ça, quand ton père devait en parler. C'était pas ton petit ami. Et il y a encore pas si longtemps que ça. Hein. Il y a encore pas si longtemps que ça, mon père a présenté mon copain actuel avec qui je suis depuis 5 ans, un ami de mon fils. C'est ça. Et je ne lui en veux pas, parce que j'ai un père formidable, extraordinaire, vraiment, qui est... faut savoir qu'il a grandi avec un handicap. J'allais dire lui-même, comme si l'homosexualité est un handicap, mais ça ne l'est pas. Tu vois, mais c'est pour te dire. Comment moi je le voyais, je le vivais comme un handicap, clairement. Il a grandi avec un handicap. Moi j'ai un père qui est devenu sourd profond à l'âge de 2 ans. Donc si tu veux, avec mon père, il y avait un manque de communication, mais un manque de communication qui était aussi lié à cet handicap. Tu vois, la communication, elle est déjà difficile quand toi-même tu as du mal à dire les choses, mais si ton papa est sourd quasiment de naissance, elle l'est encore plus, tu vois. Et c'est un modèle pour toi, ton papa? Oui. Oui, quand tu en parles, notamment tu parlais de réussite professionnelle, c'est peut-être aussi ça. Ça vient peut-être de lui, cette envie d'être comme lui, de réussir sa vie professionnellement. En fait, moi, il y a quelque chose qui me frustre un petit peu, c'est que j'ai toujours entendu la famille du côté de mon père dire « Ah, José, il a réussi malgré son handicap. Je trouve que c'est moche ça, tu supportes de pas. dire ça. Et je lui dis quand je m'adresse à lui dans le livre, il n'a pas réussi malgré son handicap, il a réussi grâce à lui, grâce à sa motivation, grâce à sa détermination et grâce à qui il est et qui il a voulu être. Parce que je crois qu'on se construit, je crois qu'on devient qui on est par rapport justement à notre schéma, notre parcours de vie, par rapport aux échecs qu'on rencontre, par rapport aux difficultés. Et tout ça, ça nous permet d'être et de nous créer quelque part, comme on le souhaite. Tu lui as déjà dit là ce que tu es en train de nous dire de manière aussi directe et avec autant d'admiration parce qu'on la sent très présente? J'arrive pas à lui dire je t'aime. Tu vois, ma mère, je l'ai au téléphone tous les jours, je lui dis voilà, gros bisous maman, je t'aime, je t'aime. Mon père, je peux pas. J'arrive pas à lui dire papa, je t'aime. Pourtant, je l'aime. Et pourtant, je suis très fier de lui. Est-ce que lui te l'a dit? Te le dit ou oui, quand il me le dit. Je sais qu'il est très fier de ce livre. Et je pense que ça va nous aider à discuter. Parce que tu vois, on n'a jamais parlé même de ma sexualité, qui est quand même quelque chose qui m'a construit, qu'on le veuille ou non. Hein. Quand tu grandis pas comme tout le monde, entre guillemets, ça te construit. On n'en a jamais parlé. On n'a jamais parlé de ça. Donc même s'il avait rencontré mon premier copain, qu'il a rencontré tous mes copains,
j'ai jamais eu l'occasion de me poser avec lui et de. Et donc tu penses que là, le livre, ça va être le bon moment pour tous les deux pour le faire? Vous l'avez pas encore fait? On l'a pas encore fait. Et donc forcément, il va être très touché par ces jolis mots que tu as pour lui et même l'émotion, parce que moi, elle est palpable. Je te vois devant moi et je pense qu'on la ressent. Mais la relation père-fils est une relation importante. Et voilà, vous avez certainement beaucoup de choses à vous dire et c'est peut-être effectivement le bon moment pour toi et ça te libérera peut-être de plein de choses aussi. Peut-être. Dont tu as besoin. Je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup de similitudes avec lui. Tu vois? C'est-à-dire que lui, il a grandi avec ce handicap, c'est horrible d'être coupé du monde. Tu vois? Je veux dire, la parole, c'est quand même... nous, on a l'habitude. Et puis c'est ton métier en plus. Voilà. Tu vois? Ce que tu en as fait aussi, c'est que toi, tu es dans la communication et que tu as l'habitude de t'adresser justement. Et puis c'est pas pour rien, tu sais, c'est lui qui m'a offert ma première caméra quand j'étais tout petit. Je sais, j'ai appris par la suite, il me l'a dit il y a pas longtemps. Moi, j'ai toujours été admiratif de sa réussite professionnelle. Et je voulais autant réussir que lui, si c'est pas plus, pour pouvoir montrer que j'étais aussi bien que lui, professionnellement. Et lui, il m'a confié il y a pas longtemps, il m'a dit ce que tu fais, c'était mon rêve. Il m'a dit j'aurais adoré faire de la télé, du cinéma, être derrière une caméra. Mais je pouvais pas. Je pouvais pas parce que j'entendais pas. C'est pour ça qu'il s'est mis dans les chiffres, tu vois, dans les mathématiques. Et il y a pas longtemps, il m'a dit quelque part, tu fais ce que j'ai toujours rêvé de faire. Il me l'avait jamais dit. Donc il doit être super fier de toi. Donc tu le sais. Je pense. Donc tu l'entends. Je pense. Et moi aussi, je suis très fier de lui. Ça lui fera forcément plaisir et j'espère que vous pourrez discuter effectivement de ce livre dans lequel, c'est vrai, tu te révèles, tu parles de beaucoup de choses.